Mesdames et messieurs, bonsoir. La situation de crise sanitaire mondiale a permis l'instauration et l'intégration des vidéoconférences comme pratique entrant dans le processus de négociation et les différents agendas des grands rendez-vous internationaux. Les défis de la diplomatie digitale en Afrique, tel est le thème que nous allons aborder ce soir avec l'ambassadeur Guy Nestor Itoua, que je reçois ce soir. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur Boulongon. Merci beaucoup. Et bienvenue une fois de plus dans cette émission. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission, Le Diplomate, Club des Nations. Le numérique intervient de plus en plus de nos jours dans la pratique diplomatique. L'impact de la digitalisation sur la diplomatie est réel aujourd'hui. Les prises de position internationales se confondent ou se limitent aujourd'hui avec des petites phrases des décideurs diffusées sur les réseaux sociaux. Les décisions et les intentions de la politique étrangère des puissances internationales se résument et se diffusent par les tweets. Les réactions des pays sont traduites sur les pages Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Tout ceci brouille l'analyse des politiques extérieures. Tenez, il vous souviendra par exemple que l'annonce des droits de douane supplémentaires que la Chine était appelée à verser aux États-Unis d'Amérique était faite au moyen d'un simple tweet. De même que le retrait des troupes américaines de Syrie était confirmé par un tweet du président Trump en décembre 2018. Nous sommes sans ignorer que la communication est un trait déterminant de la diplomatie. Et la diplomatie digitale ou la diplomatie numérique est une modalité particulière de la communication institutionnelle établie depuis plusieurs années déjà et qui évolue régulièrement en rapport avec les avancées de la technologie. L'identification des nouvelles formes de la diplomatie digitale a une longue histoire et suivant la matière à laquelle elle s'applique. Ce label de diplomatie digitale indique les changements au sein duquel le développement des technologies de l'information et de la communication ne constitue qu'une partie, car les batailles de la diplomatie digitale sont de divers ordres, économiques, commerciales, militaires, stratégiques, etc. À titre d'exemple, sur le plan stratégique et militaire, vous aviez certainement appris au sujet des blocages du programme nucléaire de l'Iran, un pays engagé sur la voie du nucléaire militaire. Dès qu'il avait été diffusé le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur les efforts iraniens pour développer les ogives nucléaires et des missiles capables de les transporter, des problèmes techniques bloquant les centrifugeuses avaient apparu, engendrant ainsi des dysfonctionnements électriques, empêchant les activités d'enrichissement d'uranium dans ces centrifugeuses. On a appris par la suite que c'était le fait d'un virus informatique du nom de Stuxnet envoyé de l'extérieur pour perturber le programme iranien. Et aussi, vous voyez la précision apportée dans les frappes ciblées au moyen des drones. Ce sont donc des programmes informatiques de haute facture qui permettent ce travail. En Afrique, la diplomatie digitale est devenue à la mode et a pris davantage de l'ampleur depuis le printemps arabe où l'usage des réseaux sociaux a incontestablement prouvé que le numérique accélère la diffusion de la puissance. La puissance qui était longtemps aux mains des seuls États, grâce au numérique, s'étend à l'ensemble des acteurs sociaux. Et cette révolution de l'information s'explique notamment par la spectaculaire diminution des coûts de transmission des données et la possibilité qu'a chacun, dans un cadre individuel ou collectif, de publier son propre contenu en temps réel. Cette diffusion de la puissance accélère le débat sur le degré de démocratisation et de transparence, mais aussi de désinformation et de manipulation des politiques extérieures. Les diplomates ne peuvent pas ignorer cette nouvelle donne qui les décentralise et les désacralise. Car historiquement, la diplomatie est une affaire d'initiés. La diplomatie est un exercice collectif, mais n'y ont accès que ceux qui incarnent une mission au service de l'État, ceux qui représentent souverainement l'État. Ceci appelle donc à une mise à niveau des cadres à l'heure de la diplomatie digitale. Les cadres doivent avoir des profils pointus pour administrer les outils
informatiques et électroniques déployés dans leur environnement de travail. Des cadres capables de jouer un rôle actif dans les réseaux sociaux et dans tous les autres instruments de communication à leur portée. Monsieur l'ambassadeur, nous venons donc de suivre votre plaidoyer sur la diplomatie digitale ou encore ce qu'on appelle la diplomatie numérique. D'où est venue cette forme de diplomatie digitale? Ça a commencé, est-ce que ça a commencé seulement depuis l'avènement de la crise sanitaire mondiale ou encore c'est une pratique qui a commencé bien au-delà avant cette crise que nous vivons aujourd'hui? Merci beaucoup, Monsieur Bourangan. La communication et la diplomatie vont toujours ensemble, d'autant plus que l'information est l'une des fonctions essentielles de la diplomatie. Et donc, on ne peut pas faire la diplomatie sans instrument de communication. Et la diplomatie digitale, dans sa forme actuelle, a connu beaucoup de développement et qui ont conduit à des évolutions actuelles. Mais sinon, la diplomatie, dans ses débuts, a utilisé les moyens classiques de communication comme le fax que nous connaissons tous. On a eu aussi d'autres types d'écriture pour transmettre les données, le morse et autres. Et tout ça a évolué avec le temps et les instruments disponibles. Donc après l'étape du téléphone filaire, on est passé à l'Internet. L'Internet, on n'était pas tout de suite dans des plateformes que nous exploitons aujourd'hui, les réseaux sociaux. On a commencé avec la messagerie électronique classique. On a commencé à développer les sites web pour les départements institutionnels, les ministères, tout ça là, tout ce qui compose l'organisation de l'État ou le secteur privé, et ainsi de suite, jusqu'à arriver aux instruments que nous utilisons actuellement. Monsieur l'ambassadeur, y a-t-il encore d'autres avantages de la diplomatie digitale? La digitalisation de la diplomatie a simplifié le travail des cadres, parce qu'aujourd'hui, nous avons à foison les informations. L'information est disponible. On n'a plus besoin de voyager, faire des milliers de kilomètres pour trouver l'information. En temps réel, vous avez l'information à votre bureau, à votre endroit de travail. Ça, c'est déjà quelque chose de très, très important. Et il ne faut pas penser que la diplomatie digitale a pris de l'ampleur simplement avec cette pandémie à Covid-19. Il y a nos collègues du système des Nations Unies partout à travers le monde qui ont déjà eu cette pratique-là des visioconférences, ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et toute la particularité, c'est simplement de voir que, par exemple, même pour une grande réunion comme l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tiennent en visioconférence, en virtuel. Mais sinon, comme je le disais, nos collègues du système des Nations Unies ont cette pratique. Bon. À l'exemple de la 75e session qui s'est tenue récemment, où les chefs d'État se sont exprimés par visioconférence. C'est plutôt la diplomatie classique qui avait ses us et coutumes où le voyage était essentiel. Évidemment, le contact physique, le contact humain, même avec la pandémie, on trouve toujours le moyen de ne pas l'écarter systématiquement, parce que c'est aussi un moyen de pratiquer la diplomatie. Donc il ne faut pas qu'on pense que c'est seulement avec le coronavirus qu'on a développé, parce que ces instruments existaient déjà. Ça veut dire qu'ils étaient exploités. Mais chacun les exploitait selon son champ de compétences, selon son domaine d'activité. Et comment ces instruments étaient exploités dans la diplomatie, les ministères des Affaires étrangères
les ambassades, les organisations internationales et autres institutions similaires, ils ont tous ces instruments-là du numérique. Il y a les sites internet, il y a des messageries électroniques, il y a d'autres outils et même les réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des pages Facebook des ministères des Affaires étrangères, des pages ou des comptes Twitter des ambassades. Il y a même l'exemple patent de Donald Trump qui s'exprime beaucoup sur Twitter. Évidemment, je crois que vous l'avez compris quand nous l'avons évoqué dans le plaidoyer, il y a des messages très importants liés à la politique extérieure des puissances internationales qui sont diffusés à travers ces réseaux sociaux, à travers des tweets, à travers des pages, sur des pages Facebook, Instagram et autres plateformes disponibles que vous connaissez. Est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui que la diplomatie classique, traditionnelle, cède la place aujourd'hui à la diplomatie digitale? Ces nouveaux outils technologiques viennent un peu comme désacraliser le métier. Mais ce sont des outils qui sont utiles, ce sont des outils qui sont essentiels, ce sont des outils qui facilitent le travail diplomatique. Ce sont les outils qui aident, parce que le diplomate, c'est un homme qui doit toujours être actuel. C'est un homme qui doit toujours avoir l'information et la bonne. Vous avez suivi dans le plaidoyer, nous avons évoqué et le bon et le mauvais côté de ces outils aussi, parce qu'il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de désinformation. Donc le diplomate, le rédacteur pays, qui doit informer sa hiérarchie et qui doit remonter l'information jusqu'au souverain, à la plus haute autorité, doit être capable de prendre la bonne information qu'il remonte. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur la toile, vous trouvez de tout. Vous trouvez de tout. Vous entendez parler chaque jour des fake news. Voilà. Mais il ne faut pas aller dans le cadre d'une consultation, tomber sur une fake news sans vérification, sans authentification de l'information. Vous l'exploitez et vous la remontez à votre hiérarchie. Donc c'est ça. L'information est disponible, mais il faut savoir l'exploiter. Il faut avoir le discernement. Vous informez sur les pays. Bon, il y a des éléments de pays qui sont classiques. La géographie d'un État, l'histoire d'un État, la politique d'un État, les changements institutionnels qui interviennent dans cet État, et la situation économique, la situation culturelle, environnementale, ainsi de suite. Vous informez sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on n'informe pas seulement sur les États, vous informez aussi sur les organisations, par exemple internationales ou régionales et autres. Vous informez aussi sur les sociétés privées. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la diplomatie économique. Je pense que j'ai déjà eu l'occasion de passer à une émission chez vous sur la diplomatie économique. Donc il faut avoir la bonne information à remonter au niveau de sa hiérarchie, une information qui peut créer de l'intérêt, qui peut faire qu'on crée un dossier qui fasse l'objet d'un suivi et qui puisse peut-être aboutir à un projet. Voilà. Est-ce que dans les rites et coutumes de la diplomatie, quand je parle de rites et coutumes de la diplomatie, dans la présentation des lettres de créance, on peut aujourd'hui parler de la diplomatie digitale? Comme nous l'avons tous constaté, le déclenchement de la pandémie Covid-19 nous impose une conduite, nous impose un comportement en rapport avec les mesures que prennent, et parfois nous sommes obligés au sein du même État ou dans le cadre des voyages d'éviter certaines choses. Et du coup, comme on l'a déjà dit,
le virtuel prend un peu le dessus sur le présentiel. Mais maintenant, dans la pratique diplomatique courante, quotidienne, évidemment, il y a aussi des choses qui commencent à changer. Et je vous ai parlé évidemment de la décentralisation, mais aussi de la désacralisation de notre métier. Imaginez, il y a déjà des pays qui, pour les lettres de créance, ils optent aussi pour le virtuel. C'est parfois un peu choquant parce que la présentation des lettres de créance, c'est un événement sacré et qui a ses us, ses coutumes. Et il y a des éléments auxquels le diplomate s'identifie parce que c'est un moment, c'est un des rares, sinon le seul moment où le diplomate, l'ambassadeur, est considéré comme un chef d'État par le souverain qui le reçoit. Parce qu'à l'accueil de l'ambassadeur, il y a le tapis rouge. Après, il y a la garde d'honneur. Et après la garde d'honneur, on a l'exécution de l'hymne national. Mais avant l'exécution de l'hymne national, il y a une revue des troupes. Donc, il y a des moments très, très importants. Et avec la présentation virtuelle des lettres de créance, ces moments disparaissent. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, c'est vraiment intéressant ce que vous venez de souligner. Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients par rapport à la diplomatie digitale? Oui, Monsieur Bourangan, les inconvénients ne manquent pas. Avec le numérique, il y a beaucoup d'informations disponibles. Mais il faut savoir prendre laquelle des informations. Parce que si vous prenez une information qui n'est pas bonne, alors vous faussez et vous conduisez toute la chaîne. Parce que cette information, peut-être qu'au bout de la chaîne, peut susciter une décision à prendre par les autorités. Donc il ne faut pas conduire les autorités à décider sur une information qui n'est pas juste. Parce que de façon traditionnelle, nous avons nos canaux d'information. De façon traditionnelle, les diplomates qui sont par exemple accrédités à Brazzaville, ils savent où aller chercher l'information. Il y a l'Agence nationale d'information qui est l'ACI et il y a d'autres sources qui sont attitrées et agréées. Ils peuvent se rapprocher de Télécongo ou suivre les informations de Télécongo parce que c'est notre chaîne nationale. Donc les informations qui sont produites par cette chaîne-là sont exploitables par les diplomates. Mais si on va s'appuyer seulement sur les réseaux sociaux ou sur la toile de façon générale, mais on a aussi des fortes chances de tomber sur les fake news et autres. Donc c'est un peu ça. Mais parfois, vous lisez des informations classiques, vous avez la presse nationale. Cela ne veut pas dire que tout ce que diffuse la presse nationale, surtout les presses privées, là, est digne de foi. Parfois, il arrive, vous êtes dans ce corps de métier là, vous avez parfois vu comment le régulateur s'en prend à certains organes de presse parce qu'ils n'ont pas bien exploité une information. Mais au moins, les canaux classiques, on a plus d'assurance quand on va vers, j'ai évoqué la CI, et si vous êtes en France, les attachés de presse, ils vont vers l'AFP et bien d'autres journaux, mais fondamentalement, c'est l'AFP. Donc, dans chaque pays, vous trouvez toujours une agence nationale de presse. Donc, c'est là où vous allez vous ravitailler. Ah, mais aujourd'hui, avec la toile... Mais on parle aussi de virus, de piratage, de cybercriminalité. C'est un autre problème de ces outils-là à développer dans les administrations, dans les ministères. Mais il faut avoir des cadres qui ont des profils très pointus pour manager, pour exploiter, pour administrer ces outils. Parce qu'évidemment, si on n'a pas bien sécurisé son site web, il peut être piraté. Si on n'a pas bien sécurisé son site web,
quelqu'un peut réussir à introduire une fausse information et qui va apparaître dans votre site. Vous voyez les inconvénients. Et si ceux qui travaillent là ne peuvent pas s'en apercevoir, cette fausse information va rester en ligne pendant longtemps. Et à l'international, les gens vont l'exploiter. Alors que c'est une fausse information, mais diffusée dans un média régulier. Donc sur le site, par exemple, d'un ministère des Affaires étrangères. Ça peut arriver et c'est très dangereux. Peut-être que c'est déjà arrivé dans certains cas dans le monde. Monsieur l'ambassadeur, alors parlons maintenant des perspectives. Je sais qu'on en a évoqué déjà un peu, quelques perspectives. J'aimerais qu'on aille encore un peu plus loin. Vu la révolution numérique, est-ce que la diplomatie digitale nous est imposée? La diplomatie digitale est nécessaire et très utile. Nous le voyons d'ailleurs avec cette pandémie, cette crise sanitaire. Sans cette diplomatie digitale, sans peut-être pas seulement la diplomatie digitale, mais les moyens qui conduisent cette diplomatie, nous aident aujourd'hui à travailler. On arrive à prendre part à une session, par exemple, de l'Assemblée générale des Nations Unies sans se déplacer. Vous vous imaginez? C'est très important. C'est très innovant. C'est très innovant. Voilà. Le chef de l'État a participé à l'Assemblée générale élective de la BAD, la Banque africaine de développement, sans avoir besoin de se déplacer. Et la réunion s'est très bien passée. Le président de la BAD, qui était déjà là, a été réélu. Voilà. Et on a vu aussi autre chose. Il y a eu tout un sommet des chefs d'État sur la CEAC. Donc ce sommet s'est très bien déroulé et le président de la République a pris le flambeau. C'est actuellement le président en exercice de la CEAC. Et au cours de ce sommet, il y a eu aussi la mise en place des nouvelles instances de la CEAC, et où il y a eu des réformes. Donc on n'a plus un secrétaire général à la tête de la CEAC, on a un président de la commission avec des commissaires. Et tout ça s'est bien déroulé, mais en virtuel. Peut-être que les gens ne s'imaginaient pas que cela pouvait se faire. Il pouvait être possible. Voilà, et ça s'est fait. Et même en interne pour les conseils des ministres. Aujourd'hui, tout le monde n'est plus, enfin tous les ministres ne se déplacent plus forcément pour aller autour du président et prendre part au conseil des ministres au palais du peuple. Il y a des conseils des ministres qui se tiennent maintenant virtuellement. Et ça marche. Tout le problème, c'est que, que le pays soit très bien émaillé de ces outils, c'est déjà le cas. Nous avons la fibre optique, donc nous avons une bonne qualité du signal Internet et toutes ces choses-là peuvent se faire aisément et facilement. Le problème de la diplomatie digitale en Afrique particulièrement, c'est peut-être le fait que on a parfois pris du retard sur l'acquisition de ces outils, l'acquisition des outils liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous avez dans certains pays où rien que le signal Internet, c'est un casse-tête. Avoir l'Internet, c'est un casse-tête. Et en ce moment, le cadre qui est censé faire le travail diplomatique, le travail de recherche d'information pour informer, il a des difficultés parce qu'il n'a pas la possibilité d'accéder à la toile, à l'Internet, ou parfois c'est à l'Internet, mais l'Internet n'est pas de bonne qualité. Ça, ce sont des problèmes réels. Maintenant, il y a aussi que les cadres doivent faire leur propre mise à jour. Parce que ce monde des nouvelles technologies, de l'information et de la communication est très évolutif. Et ça évolue très très vite.
vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas beaucoup d'années derrière nous, on n'avait pas Twitter. Il n'y a pas beaucoup d'années derrière nous, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas WhatsApp. Tout se passe sur les réseaux sociaux. D'un autre côté, on peut se dire que l'avènement de la crise sanitaire, quelque part, a facilité aujourd'hui les pays africains à emboîter le pas dans ce domaine des nouvelles technologies, de l'information, de la communication. Oui, en termes d'avantages, il y a la réduction des coûts, parce qu'on voyage moins et ça fait gagner énormément. Parce que les voyages, il y a des coûts de transport, des coûts de séjour, mais en voyageant moins, tout en continuant à travailler, on fait des économies. Et on gagne aussi en termes de temps. On gagne énormément de temps en utilisant les instruments des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour échanger. Et il y a aussi que avec cette pandémie, on désengorge nos bureaux déjà. Ouais. Et ça fait que les cadres soient mis dans les conditions optimales de travail. Mais seulement, les cadres doivent être préparés à s'approprier ces instruments. Et comme ça, ils seront encore plus compétitifs et ils vont produire un travail de très très bonne qualité. Il y a des choses qui disparaissent aussi avec cette pratique. On a la valise diplomatique, surtout quand elle transportait essentiellement du courrier. Aujourd'hui, on n'a presque plus besoin de cette valise diplomatique si ce n'est que pour acheminer des télégrammes diplomatiques et autres correspondances. Donc il y a cet aspect aussi nostalgique. Sinon, ces moyens de travail dans la diplomatie nous permettent d'être beaucoup plus conséquents dans notre métier. Dans votre métier. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Merci de nous avoir reçus une fois de plus, parce que vous devenez déjà l'habitué de l'émission Le Diplomate. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons reçu Monsieur l'Ambassadeur Guy Nestor Itoa. Avec lui, nous avons parlé d'un sujet très intéressant sur la diplomatie digitale ou encore la diplomatie numérique. Avec lui, nous avons évoqué les inconvénients et les avantages de cette forme de diplomatie déjà qui prend de l'ampleur avec la crise sanitaire qui sévit le monde actuellement. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Merci à Anthony, merci à Yann Bossati, Armel Etokabeka l'infatigable qui était aux manettes. Au revoir et à la prochaine occasion. Merci.